Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait des Fourberies de Scapin. C'est un extrait de l'acte 2, il s'agit de la scène 5. C'est une pièce qui a été écrite par Molière en 1671, dans laquelle il met en scène un valet qui est hérité de la tradition de la commedia dell'arte. C'est l'arlequin italien qui devient le Scapin dans l'écriture de Molière. C'est donc un valet qui est fourbe et qui va essayer de manipuler les gens qui sont autour de lui pour arriver à ses fins. Cependant, en plus d'être fourbe, il est aussi bon et il va aider ses maîtres, en l'occurrence Léandre, à s'opposer au projet de mariage que son père Géronte a pour lui et va essayer de l'aider à épouser la femme qu'il aime, en l'occurrence Zerbinette. Dans cette scène, pourtant, le rapport d'amitié entre Léandre, le maître, et Scapin, son valet, va s'inverser, puisque Léandre vient d'apprendre qu'il a été roulé par son valet, et il va lui demander des comptes sur ce qu'il a fait. Je passe ainsi à la lecture du texte. « Monsieur, que vous ai-je fait ? Ce que tu m'as fait, traître !»« Hé, doucement !»« Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même, tout à l'heure, la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre, et tu ne croyais pas peut-être que l'on dû me révéler ce secret ? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Ah, monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là ? Parle donc !» « Je vous ai fait quelque chose, monsieur ? Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores ? Dans cette scène, nous allons voir que celui qui est traditionnellement le trompeur devient le trompé. Il devient le jouet de Léandre dans un match qui se fait dans la parole, puisque nous avons un arbitre, Octave, qui est là pour tempérer la violence physique de Léandre. Ainsi, la violence physique ne sera pas utile pour extorquer les aveux, et il faudra user de stratagèmes pour que Léandre puisse obtenir l'aveu qu'il désire. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, en quoi le quiproquo met-il en scène le statut stratégique de la parole théâtrale ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 4 mouvements. Le premier qui ira de la ligne 1 à 14, où nous aurons les exigences d'aveu de la part de Léandre. Puis de la ligne 15 à la ligne 30, où nous aurons le premier aveu de Scapin, de la ligne 31 à 40 où nous aurons son deuxième aveu, et enfin de la ligne 41 à la fin où nous aurons le retournement de situation où nous comprendrons qu'en fait il ne pouvait pas répondre correctement à l'exigence de son maître, tout simplement parce qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Je commence ainsi le commentaire. La scène s'ouvre sur une altercation entre Scapin et son maître, altercation que va montrer le discours. Là où Scapin utilise l'appellatif « monsieur » pour s'adresser à son maître, Léandre utilise le mot « traître ». Le traître étant celui qui a commis une traîtrise, qui a trahi. Il y a donc bien, dès le début, la mise en valeur de la fourberie que le maître a subie de la part de son valet. Cette insulte de traître va être redoublée par la force physique qu'on voit dans la didascalie, tempérée immédiatement par Octave qui, lui, retient Léandre. Et avec l'adverbe « encore », on voit que ce n'est pas la première fois que Octave intervient. Léandre doit donc être réduit à un stratagème de langage pour amener progressivement Scapin aux aveux qu'il désire faire, et c'est ainsi qu'il va le composer. Léandre exige des aveux, on le trouve avec la proposition « je veux qu'il me confesse », le terme « je veux » étant répété à la ligne 4 et à la ligne 6. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est le flou que Léandre va faire sur la perfidie en question. On sait que c'est une action néfaste pour lui-même, c'est une perfidie, une traîtrise, mais on ne sait pas vraiment la teneur de cette perfidie. De la même manière, on remarque que dans le jeu des pronoms, va commencer à se mettre en place un chiasme. Je veux qu'il me confesse la perfidie qu'il m'a faite. Donc première personne, troisième personne, première personne. Donc ici, on a un chiasme qui va montrer qu'il a été lui-même l'objet d'une manipulation. Il s'est fait encercler. Et il veut encercler à son tour son valet, et le chiasme va se renverser en un parallélisme. Je sais le trait que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre, tu ne croyais peut-être pas que l'on me dû révéler ce secret. Deuxième personne, troisième personne, deuxième personne, troisième personne. Ici, il s'agit de remettre les cartes sur la table, d'annuler ce qui a été fait,
en demandant la révélation du secret. Et effectivement, on va pouvoir retrouver ce champ lexical des choses cachées, avec la confession, avec le secret, avec l'idée de révélation. On retrouve aussi une forte articulation logique dans la prise de parole de Léandre, notamment au travers de l'usage des conjonctions de coordination et à valeur adjonctive, mais à valeur adversative et ou à valeur alternative. L'idée, c'est de remplacer la pression physique qu'on voyait dans les didascalies et dans la dernière proposition, je vais te passer cette épée au travers du corps, par une pression psychologique. C'est en laissant le flou que Léandre compte obtenir des aveux. La réaction de Scapin avec l'interjection, la modalité exclamative et toujours cette reprise de l'appellation « monsieur » en lien avec le vouvoiement montre la soumission, mais aussi une tentative de manipulation, une tentative de persuasion avec le champ lexical de l'émotion. Aurez-vous bien ce cœur-là? Il sait que Léandre n'aura ni la volonté ni le courage de le tuer, tout simplement parce qu'il a besoin de lui. Léandre en est tout à fait conscient aussi, parle donc. Je suis au courant que je ne te tuerai pas, mais c'est pas pour ça que tu ne dois pas me parler. La rhétorique de Scapin continue avec toujours la modalité interrogative, le monsieur, le vouvoiement. Il essaye de savoir ce qui est attendu de lui, sans trop en dire. Léandre et Scapin vont continuer un petit peu de se tourner autour pour savoir pour Scapin ce qui est attendu de lui et pour Léandre les aveux qu'il attend. Et c'est la violence de Léandre modérée par Octave qui va lancer la deuxième partie avec l'aveu. Ce premier aveu va être structuré de manière assez intelligente. Tout d'abord, il va rejeter la faute sur ses amis. J'ai bu avec mes amis. Il va amenuiser sa faute, c'est un petit quartot de vin d'Espagne, et surtout il va la rejeter dans le passé, il y a quelques jours. Donc c'est quelque chose qui date, c'est quelque chose dont il n'est pas entièrement responsable, et puis en plus c'était pas quelque chose de très grave. Il avoue une faute qu'il pense être petite, et qu'il va encore minimiser, de manière à pouvoir être plus facilement pardonné. Oui monsieur, je vous en demande pardon, ligne 20, comme si la faute avouée était déjà à moitié pardonnée. Cependant, ce qu'il révèle dans cet aveu, c'est déjà une utilisation stratégique que lui-même avait fait du langage dans le passé, puisque, conformément à son statut traditionnel, il va utiliser le mensonge, la manipulation, à son propre profit, en l'occurrence, pour pouvoir boire aux dépens de son maître. L'expression de Pandare, qui va remplacer l'expression de traître, va placer tout de suite l'accusation de Léandre sur le point de vue judiciaire, puisque le pendard, c'est celui que l'on doit pendre pour un crime, par exemple. C'est une accusation complètement disproportionnée par rapport à la faute qui a été commise, mais qui montre que Léandre ne s'attendait pas à cette réponse-là. À partir de ce moment-là, la modalité interrogative de Léandre est à réinterpréter dans une perte de position de domination du maître. Le recours à la conjonction de coordination à valeur adversative, mais, ligne 22, va montrer qu'il va réessayer de prendre le pas sur son valet. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Scapin pensait pouvoir s'en tirer à bon compte. Il reprend du coup à son tour la modalité interrogative pour se laisser le temps de réfléchir. La didascalie va venir ici pour confirmer tout ça, puisque Appart montre bien qu'il ne s'adresse pas à Léandre, mais à lui-même, comme si son premier stratagème, son premier aveu, peut-être un mensonge, avait échoué. On va retrouver une suite de stichomyties, donc des très courtes propositions qui se répondent l'une l'autre, qui vont aboutir à une violence physique, qui est visible dans la didascalie, tempérée à nouveau par Octave, qui amène un second aveu, et c'est ma troisième partie. Ce second aveu démarre de la même manière que le premier. On retrouve la structure en parallélisme. Eh bien monsieur, eh bien oui monsieur. Je vous confesse, vous vous souvenez de ce loup-garou. Il y a quelques jours, il y a 6 mois. Donc on retrouve vraiment la même structure avec une introduction qui a pour but de montrer la soumission et après tout un ensemble de minimisation de la faute. Là encore, on retombe dans la stratégie traditionnelle du valet qui va frapper son maître dans une scène d'inversion des valeurs, d'inversion du maître et du valet, scène que Scapin reproduira avec le père de Léandre un petit peu plus tard dans la pièce. L'aveu se fait ensuite, donc d'abord énoncé du stratagème, puis
aveu, c'était moi, monsieur qui faisait le loup-garou, de la même manière que ligne 17, nous avions c'est moi qui fis une fente au tonneau, on retrouve la structure en parallélisme, et à partir de là, va s'accélérer le processus de répétition. Ligne 12-13, je vous assure que je l'ignore, tu l'ignores. Ligne 35-36, c'était moi qui faisais le loup-garou, c'était toi qui faisais le loup-garou. Avec une petite variation, puisque le monsieur de Scapin se transforme en traître de Léandre, donc on est vraiment reparti au début de la conversation, y compris dans les appellations qu'il s'échange. Dernière botte de Scapin, eh bien, il va utiliser cet aveu, non pas pour le minimiser, mais pour le justifier. Premièrement avec l'usage de l'adverbe seulement, mais aussi avec la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de but, pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits, comme vous en aviez de coutume. Donc cette justification s'insère à la fois dans la réalité que vit Scapin, mais aussi dans la réalité que vivent tous les valets traditionnels de comédie. Ce n'est toujours pas ça qui est attendu. Du coup, Léandre change à nouveau de stratégie, ce qui est encore montré par le recours à la conjonction de coordination à valeur adversative, mais toujours la même structure. Ligne 22, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ligne 40, mais je veux en venir au fait. Comme sa stratégie de laisser les choses dans le flou n'a pas fonctionné, eh bien, il va identifier l'aveu qu'il veut de son valet, ce que tu as dit à mon père. Donc le « on » indéfini de la ligne 5, on vient de me l'apprendre, se définit ici. Il s'agit du père de Léandre, en l'occurrence Géronte. Et je passe ainsi à ma dernière partie, où va se résoudre finalement le quiproquo, tout simplement parce que la situation va se retourner. Ce que Léandre exigeait de son valet était une exigence impossible, tout simplement parce que ce qu'il pensait être vrai était faux. Cela va se montrer par la modalité interrogative de Scapin à votre père, mais aussi avec l'accélération progressive des répétitions et des parallélismes. Je ne l'ai pas vu, tu ne l'as pas vu, assurément, assurément. Il est étonnant aussi de constater que dans les 3 parties précédentes, Scapin utilisait 3 fois le terme « monsieur » pour s'adresser à son maître. Ici, dans cette partie, il ne l'utilise plus qu'une fois. Le maître commence à perdre de sa superbe et Scapin a regagné son pouvoir dans les stichométies, ce qui est en train, donc dans l'accélération progressive du rythme, ce qui est en train de se dessiner, c'est la reprise de pouvoir de Scapin sur son maître. Dernier élément qui est intéressant, c'est que Scapin, finalement, est gagnant ici, puisque, ayant fait les aveux qui précèdent, il ne peut pas s'agir d'un mensonge lorsqu'il accuse Géronte de mentir. En fait, il se crée lui-même les conditions d'acceptation de sa propre parole. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité, pas de monsieur ici. Avec votre permission, est là uniquement pour sauvegarder les apparences, mais c'est bien une accusation de mensonge que Scapin fait ici contre ses maîtres. En quoi le quiproquo met-il en scène le statut stratégique de la parole théâtrale ? Pour répondre à cette question, on a vu tout d'abord que ce retournement final montrait que toute la scène, dans son intégralité, dépend d'un mensonge initial. Scapin et Léandre sont tous les deux dupés par quelque chose qui les dépasse, en l'occurrence le mensonge de Géronte. Pour ce qui est du quiproquo, on avait vu que le quiproquo était du fait de Léandre. Il s'agit ici d'une stratégie que pose le maître, une stratégie qui va avoir pour but de manipuler son valet pour acquérir des aveux. Et cette stratégie va reposer principalement sur une utilisation intelligente des pronoms, mais cet espace stratégique va être aussi investi par le valet, puisque lui-même, dans la rhétorique qu'il déploie, dans les aveux qu'il donne, leur minimisation, leur validation, et évidemment l'appellation qu'il maintient tout du long de monsieur et le vouvoiement, eh bien, va essayer de garder sa position, voire même de la renverser. En effet, les révélations des aveux vont montrer que Scapin aussi utilise les ressources stratégiques de la parole dans la scène, mais aussi dans son être. Il s'agit ici d'un comique de caractère. Il est dans sa nature d'investir l'espace de parole comme espace stratégique pour servir ses propres intérêts. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, à la fin, celui qui gagne, ce n'est pas Léandre, malgré le stratagème qui est mis en place, mais c'est bel et bien Scapin, puisque malgré le fait qu'il ait avoué des choses qui lui soient déplaisantes, eh bien, ça va conditionner la vérité de son affirmation finale, et du coup, ça va confirmer son statut de personnage nécessaire à son maître. Il ne peut plus être puni. Cependant, on pourrait quand même nuancer la victoire finale de Scapin, puisque même s'il ne parvient pas à ses fins
avec son stratagème, Léandre finit quand même par en apprendre plus que prévu sur ce qu'il devait apprendre. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez posé la question de la subordination dans la réplique des lignes 19 à 20. C'est toi, Pandare, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé à la servante, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour. On reconnaît une subordonnée à l'outil qu'il introduit, en l'occurrence soit un pronom relatif pour les propositions relatives, soit une conjonction de subordination pour les subordonnées conjonctives. Je commencerai par traiter les relatives. Nous en avons 3 ici, toutes les 3 introduites par le pronom relatif qui. La première est qui a bu mon vin d'Espagne. Le pronom relatif reprend ici le pronom toi qui est pris dans le système présentatif c'est toi qui. La seconde, qui a été cause, le pronom relatif qui reprend là encore le pronom toi. Les 2 propositions subordonnées relatives étant corrélées par la conjonction de coordination à valeur adjonctive et. La dernière des propositions relatives est qui m'avait fait le tour. Le pronom relatif qui reprend ici le pronom personnel elle. Pour ce qui est des conjonctives, nous en avons 2 introduites chacune par la conjonction de subordination que. La première, que j'ai tant querellé la servante. Ici, la conjonction de subordination complète l'expression verbale être cause en étant ici son COD. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive complétive. De la même manière, que c'était-elle est là encore une subordonnée conjonctive complétive puisqu'elle est COD du verbe croire. À cela, on doit rajouter un cas particulier puisque le verbe croire, ici au participe présent, puisqu'il possède un COD que nous venons d'analyser, devient par là même le noyau d'une proposition participiale. Chaque proposition participiale étant subordonnée, elle rentre bien dans notre sujet. En l'occurrence, ici, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour, répondant à la question pourquoi est-ce qu'il la querellait la servante, cette proposition est donc une conjonctive circonstancielle, en l'occurrence complément circonstanciel de cause. Ainsi, nous avons dans cet extrait toutes les possibilités de subordonnées, relatives, conjonctive complétive et conjonctive circonstancielle, et nous avons même le cas particulier d'une proposition participiale et les cas particuliers de propositions subordonnées qui complètent d'autres propositions subordonnées.